Zoom, voilà, avec la nouvelle époque. Donc moi, je m'appelle Sonia Dridi, je suis arrivée aux États-Unis en 2015. J'étais avant correspondante de France 24 en Égypte, au Caire, pendant presque 5 ans. Avant cela, j'étais à Paris, donc pour France 24, mais aussi BFM TV, M6 et d'autres médias. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc en 2015, je suis arrivée comme l'une des correspondantes de France 24, mais mon objectif, c'était aussi de faire des projets plus longs, donc comme ce livre qui est venu bien plus tard. Je travaille aussi sur des documentaires. Alors, toutefois, quand je suis arrivée en 2015, j'avais eu beaucoup, je venais après 5 ans en Égypte où j'avais eu beaucoup de breaking news. C'est vrai que j'avais dit à tous mes amis, je vais aller aux États-Unis couvrir une élection normale dans un pays normal. Et je suis arrivée au moment où Donald Trump, 2 semaines après mon arrivée, a annoncé sa candidature. Donc finalement, ça a été des années évidemment très mouvementées. Et du coup, j'ai fait beaucoup de news, entre guillemets, pour France 24, pour BFM TV, pour Radio France et ensuite Europe 1. Je suis aujourd'hui l'une des correspondantes d'Europe 1 également. Je travaille aussi un peu pour Arte, pour M6. Et puis, en fait, je vais venir sur ce livre. J'avais toujours eu envie d'écrire sur les États-Unis, parce que c'est un pays qui me fascine, qui est très compliqué et je trouve parfois pas très bien compris en Europe, même pour les gens qui pensent bien connaître les États-Unis. Il y a quand même beaucoup de subtilités. Puis les choses ont évolué. Par exemple, j'étais étudiante il y a une quinzaine d'années aux États-Unis sur la côte ouest. À mon arrivée en 2015, j'ai vu déjà que beaucoup de choses avaient changé dans le paysage politique et puis avec une nation de plus en plus polarisée. Et ça, c'est en mars 2020, donc en pleine campagne présidentielle, j'ai été approchée par la maison d'édition, donc les éditions du Rocher, pour écrire un livre sur Joe Biden. Alors, je vous dis franchement qu'au départ, j'étais assez hésitante parce que je ne pensais pas forcément que le premier livre que j'allais écrire aux États-Unis allait être sur Joe Biden. À l'époque, il était encore en compétition avec Bernie Sanders, donc c'était en mars 2020. Mais il était assez évident que ça allait être le nominé du Parti démocrate. Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bah, j'aime bien écrire, enfin, participer à des projets, des documentaires, écrire des livres sur des choses qui me passionnent. Et je me suis dit, bon, Joe Biden apparaît comme un personnage peu enthousiasmant, un peu ennuyeux, peu charismatique. Je le connaissais quand même parce que je suis arrivée donc en 2015. J'ai été j'étais notamment à la Maison Blanche la dernière année de la présidence de Barack Obama. J'y allais assez régulièrement. Euh, et en fait, je ne le connaissais pas si bien parce que dès que j'ai commencé à étudier davantage le personnage, eh bien, j'ai trouvé que c'était un personnage très complexe, beaucoup plus complexe qu'on le présentait à l'époque encore dans les médias. C'est un personnage romanesque. Très vite, je me suis rendu compte, de par son histoire, de par aussi son caractère. Il a un caractère bien trempé, il a aussi parfois tendance à exagérer, à multiplier les gaffes, mais ça en fait un personnage finalement fascinant. Et je dois dire que je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. J'ai rencontré certains de ses amis, des amis d'enfance, des conseillers. J'ai notamment interviewé Tony Blinken, qui est maintenant le secrétaire d'État, mais qui à l'époque était donc un conseiller dans la campagne de Joe Biden. Et, et puis, très vite, de toute manière, je me disais qu'il avait toutes les chances de remporter cette élection parce que déjà, il avait pensé à se présenter à l'époque en 2016, mais parce que, notamment après le décès de son fils, il l'a dit, hein, pas en mesure de se présenter, il a finalement renoncé. Et après la victoire de Donald Trump, Joe Biden avait confié à des proches, si c'était moi à la place d'Hillary Clinton qui avait été le candidat démocrate, j'aurais sûrement remporter cette élection. Et j'étais assez d'accord avec lui parce que quand on voit le soutien qu'il avait dans la population, que ce soit chez les cols bleus, les ouvriers, les Afro-Américains, les personnes les plus âgées, enfin tous finalement les électeurs qui se rendent aux urnes. C'est pas, on sait que dans une élection, c'est pas forcément les jeunes. Bon, 2020 était une exception, mais qui se rendent aux urnes. Donc je me disais qu'il avait finalement toutes les chances de gagner par rapport à Trump. Et donc, à partir du moment où c'était lui officiellement le nominé démocrate, j'avais très peu de doutes sur le fait j'étais persuadée qu'il allait remporter l'élection. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, si vous êtes voilà, intéressé, on peut commencer maintenant. Je peux vous revenir sur les grandes lignes
de mon livre, sur présenter un petit peu le personnage. Je vais essayer de rester autour de 20-25 minutes, comme ça après je prendrai vos questions avec plaisir. Voilà. Alors, Joe Biden, qui est Joe Biden? Donc, on l'a présenté beaucoup comme le Kid de Pennsylvanie. Lui-même tient vraiment à cette région où il est né. Donc, il est né dans la ville de Scranton et on sait que la Pennsylvanie, c'est un État clé pour l'élection. Donc, c'était évidemment un avantage pour lui dès le départ. La mère de Joe Biden était d'origine irlandaise et son père avait, lui, de lointaines origines françaises puisque la grand-mère paternelle de Joe Biden descendait de huguenots français, des huguenots français qui ont émigré tout d'abord en Angleterre, puis dans le Maryland et ensuite en Virginie de l'Ouest, d'où son nom Joseph Robinette Biden. Mais ce qui est assez frappant tout de suite avec Joe Biden, c'est qu'il s'est plutôt identifié à sa famille irlandaise, à la famille de sa mère. Il a grandi en se sentant très irlandais. Lorsqu'il était à la Maison-Blanche, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, les services secrets le surnommaient même de Celtic, tellement il mettait en avant son identité irlandaise. Alors, Biden a eu une enfance plutôt heureuse. Hein. Il est dans une famille très soudée, d'une famille croyante qui lui a inculqué très tôt hein, les valeurs chrétiennes. Il a deux frères cadets et une sœur. Ses frères et sœurs sont toujours aujourd'hui très proches de lui. D'ailleurs, c'est sa sœur Valérie qui, depuis son adolescence, a été l'une de ses conseillères principales. Elle a suivi toutes ses campagnes depuis qu'il a été élu délégué au lycée. Et Valérie, c'est vraiment, il le dit hein, aujourd'hui, sa meilleure amie, l'une de ses plus proches conseillères. C'est un personnage vraiment très important dans la vie de Joe Biden, ses deux frères aussi. Il a eu une enfance donc très heureuse, mais il a eu très tôt un handicap qui va le poursuivre jusqu'à l'adolescence, c'est le bégaiement. Il a réussi à surmonter ce handicap en récitant notamment des poèmes irlandais devant son miroir tous les soirs. Et depuis, c'est devenu même un coach hein, pour les personnes qui souffrent de bégaiement. J'ai par exemple rencontré l'un de ses amis d'adolescence qu'il a rencontré lorsqu'il avait 19 ans, un Afro-Américain qui m'a dit que c'était grâce à Joe Biden qu'il avait lutté contre son bégaiement parce que Joe Biden lui avait donné des conseils. Ils s'étaient rencontrés dans un quartier du Delaware où habitait Joe Biden lorsque Joe Biden a été pendant un été maître nageur dans une piscine d'un quartier afro-américain. Et donc, cet homme qui est toujours très proche de Joe Biden, qui habite toujours dans le Delaware à Wilmington, eh bien, m'a dit que Joe Biden l'avait vraiment aidé à surmonter son handicap. Et ça illustre déjà certaines de ses caractéristiques à Joe Biden, la persévérance, parce qu'à force de persévérance, il a réussi à lutter contre son bégaiement. Et pendant toute sa carrière, ensuite, on verra que souvent, lorsqu'il a eu des échecs, il s'est présenté quand même 3 fois à une élection présidentielle, il a toujours persévéré. C'est vraiment un trait de caractère très fort chez Joe Biden, et aussi l'empathie. Parce que lorsqu'il était jeune, on s'est moqué de lui à cause de ce bégaiement. Et c'est vrai que très vite, eh bien, il a grandi en ayant beaucoup d'empathie pour les autres, pour ceux qui avaient des handicaps, ceux qui avaient des difficultés dans la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a retrouvé évidemment dans cette campagne en 2020. Alors au départ, il a une vie plutôt aisée parce que son père, lorsque a un business d'armurerie avec son frère, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce business va mal et du coup, la vie de la famille Biden, eh bien, finalement, leur style de vie change complètement parce que son père, finalement, doit trouver des petits boulots. Il finit par déménager donc, de la Pennsylvanie, de Scranton en Pennsylvanie, à Wilmington, dans le Delaware, où finalement Biden a fait toute sa carrière politique. Il finit par vendre des voitures d'occasion. Et ça aussi, c'est un moment marquant dans la vie de Joe Biden parce qu'il a vu son père lutter. Et d'ailleurs, on le sait, hein, il parle beaucoup de la classe moyenne, de la classe ouvrière. D'ailleurs, Joe Biden se surnomme lui-même Middle Class Joe, Joe de la classe moyenne. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Joe Biden dit on me surnomme Joe de la classe moyenne, Middle Class Joe, mais en fait, c'est lui qui s'est donné ce surnom parce que ça fait partie aussi d'un de ses traits. Finalement, il a une de ses façons aussi de se marquer politiquement, de montrer qu'il appartient à la classe moyenne.
Et donc, ça a été vraiment un passage marquant dans la vie de Joe Biden de voir son père, en difficulté et devoir lutter pour finalement, réussir à faire vivre, la famille. Il a aussi, été aussi marqué par, son oncle, qu'il aimait beaucoup, dont il était très proche, mais qui était alcoolique et ça selon certaines sources, c'est ce qui explique aujourd'hui que Joe Biden ne boit pas. Il était donc très proche de cet oncle, mais qui avait, beaucoup de difficultés et notamment donc, face à l'alcool. Hem et Joe Biden finalement, dès l'adolescence, eh bien, a voulu s'engager, voulait, il a tout d'abord été, fait des études, d'avocat. Il a été, avocat commis d'office. Il travaillait d'ailleurs, dans le Delaware beaucoup pour la communauté afro-américaine. C'est vraiment, dès le début de sa carrière, il a beaucoup travaillé aux côtés de cette, communauté et d'ailleurs lorsqu'il a eu ce job d'été dans une piscine, d'un quartier afro-américain dans le Delaware, c'est vraiment là, il le dit, où il s'est rendu compte vraiment de la situation, des Afro-Américains. Il se rendait compte que, ses amis de son âge, eh bien, ne pouvaient pas aller faire la même chose que lui, que lorsqu'ils allaient chercher de l'essence, eh bien, ils avaient peur de se faire arrêter par la police, qu'ils n'avaient pas la même liberté de mouvement que Joe Biden. Et donc, très tôt, à 19 ans, Joe Biden, grâce à ce job d'été dans un quartier afro-américain, eh bien, c'est pris de, a finalement eu cette volonté de lutter pour plus d'égalité pour la communauté afro-américaine. Et là encore, je suis retournée l'été dernier, donc en 2020, rencontrer certains de ses amis de l'époque. Ils sont tous toujours proches avec Joe Biden et ils se rappellent vraiment de cette personne qui, à l'époque, déjà s'intéressait beaucoup à leur sort. Et on le verra plus tard, évidemment, que ça, même s'il y a eu il a été critiqué, notamment en 94 quand il a fait voter la loi sur le crime. Il a quand même, pendant toute sa carrière, vraiment mis le sort des Afro-Américains au centre enfin, au cœur de ses priorités. Alors, Joe Biden, a été élu très tôt, sénateur lorsqu'il avait 29 ans. C'était en 1972 et à l'époque, c'était vraiment, un grand moment parce que ça a été l'un des sénateurs élus les plus jeunes, dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il faut avoir 30 ans, pour être, sénateur, mais il allait avoir ses 30 ans juste avant son investiture, donc il a pu se présenter et à cette époque, il était aux côtés de sa première femme, Nelia, et de leurs 3 enfants, donc leurs 2 garçons et leur petite fille, Naomi. Et au moment de l'élection, ça a été vraiment une surprise même pour Joe Biden parce qu'il se présentait vraiment face à un pilier du parti républicain, James Bogg, qui était d'ailleurs soutenu à l'époque par Nixon. Et donc vraiment, quand il a remporté cette élection, et Joe Biden représentait l'espoir du Parti démocrate, la jeunesse. Alors, ce qui est assez ironique quand on sait que c'est pendant cette campagne, on l'a beaucoup vu comme le candidat fatigué, qui était trop âgé pour se présenter. Mais Joe Biden, à un moment, a vraiment représenté l'espoir du Parti démocrate et la jeunesse, justement. Il a voulu se présenter assez tôt pour essayer de changer les choses. Donc, c'était vraiment un immense bonheur pour lui lorsqu'il a été élu donc en novembre 72. Et ils étaient tellement occupés avec sa famille. Nelia l'a vraiment beaucoup accompagné, aidé dans sa campagne politique, qu'en décembre 72, au moment juste une semaine avant Noël, ils n'ont pas de sapin. Donc Nelia va faire les courses avec leurs 3 enfants, alors que Joe Biden est avec sa sœur Valérie, qui est vraiment sa conseillère. Joe Biden et Valérie sont au Congrès à Washington pour préparer donc le travail, puisque son investiture catastrophe, c'est le drame. Nelia, la première femme donc, de Joe Biden, est tuée dans un accident de voiture et leur fille Naomi, qui a 13 mois à l'époque, meurt également. Les 2 fils, Beau et Hunter, survivent, mais sont grièvement blessés. D'ailleurs, il y a cette image très forte où on voit Joe Biden prêter serment, donc début 73, dans la chambre d'hôpital aux côtés de ses fils. Et ça a été vraiment évidemment une épreuve terrible pour Joe Biden, qui dit
avoir pensé au suicide. Lui qui a grandi vraiment avec la religion catholique, dit même avoir pensé, c'était la deuxième fois qu'il pensait à être prêtre. Enfin, ça a été un moment très compliqué. Il dit avoir avancé pour ses fils. Il a surmonté son chagrin et a réussi à continuer en politique pour ses fils. D'ailleurs, à un moment, il a pensé à abandonner son siège au Sénat. Il a dit les électeurs du Delaware pourront avoir un autre sénateur, mais mes fils ne pourront pas avoir d'autres pères. Et finalement, il a été poussé par ses collègues au Sénat et aussi par sa sœur Valérie, par sa famille, à finalement garder ce poste de sénateur. Donc, il est à 30 ans au Sénat, mais il a dit, dans ce cas-là, je prendrai le train tous les jours, le train Amtrak que les habitants aux États-Unis connaissent bien, notamment sur la côte Est. Il a dit, je prendrai tous les jours le train pour aller au Congrès et rentrer chez moi, de sorte à ce que je sois avec mes fils le matin et le soir, que je puisse les coucher. Et c'est pour ça notamment qu'on le surnomme Amtrak Joe. Donc ça a vraiment marqué la vie de Joe Biden très tôt, cette tragédie. Et d'ailleurs, il avait dit au départ, je resterai peut-être que 6 mois au Sénat. Finalement, il est resté 36 ans et en faisant pendant toutes ces décennies les retours donc pour être aux côtés de ses fils. Je vais aller un petit peu sur avance rapide. Donc, on sait qu'il y a eu une. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Je vois que ma connexion Internet est instable, non? Ça va? Ah, je crois que ça Il va. y a des OK. fois, ça cafouille un petit peu, mais c'est bon, ça tient. D'accord, parfait. Euh, et voilà, une carrière euh, au Sénat, marqué par la volonté de Joe Biden de toujours faire des compromis. C'est très connu au Sénat, il s'entendait très bien avec à la fois les élus républicains et démocrates. C'était vraiment l'homme politique du compromis et avec une spécialité aussi pour la politique internationale parce qu'il a été pendant très longtemps à la tête du comité des affaires étrangères du Sénat. C'est notamment ce qui a fini de convaincre Barack Obama lorsqu'il était le nominé aux démocrates à l'élection présidentielle en 2008 à choisir Joe Biden comme vice-président, à la fois parce que Joe Biden avait une expertise à l'international que Barack Obama lui-même le disait n'avait pas, et puis aussi parce qu'il comptait sur Joe Biden pour finalement aller négocier, parler avec les élus des deux bords, enfin, notamment les élus républicains. Et d'ailleurs, Joe Biden, à l'époque d'Obama, c'est lui qui parlait, qui négociait avec Mitch McConnell, le leader des républicains au Congrès. Et c'est ces deux aspects-là, son expérience au Congrès et son expérience à l'international, qui ont conduit Barack Obama à le choisir comme vice-président. Alors au début, leur relation était quand même difficile. Et finalement, au bout de quelques années, ils enfin, même au bout de la première année, ils sont devenus très proches. Mais voilà, au départ, Joe Biden trouvait Barack Obama un peu arrogant. Barack Obama était un peu agacé par les nombreuses gaffes de Joe Biden. Donc, ça a mis un peu de temps avant. C'est pas très connu, mais ça a mis un peu de temps avant que leur relation se réchauffe. Et ensuite, ils sont devenus très proches, très complices, et ils ont effectué également le second mandat ensemble. J'en arrive à cette campagne de 2020 où Joe Biden, au départ, donc il ne s'est pas présenté en 2016, notamment parce que en 2015, son fils, Beau Biden, qui était procureur du Delaware, est décédé. Alors, c'était une énième tragédie pour Joe Biden, qui avait donc déjà perdu sa première femme et sa petite fille Naomi. Entre-temps, il s'est remis, donc il s'est marié avec Jill Biden, qui était une professeure qui est très vite devenu en fait le pilier de la famille Biden. C'est quelqu'un qui a été très vite apprécié par ses enfants. D'ailleurs, il raconte une anecdote, Joe Biden, lorsque Beau et Hunter Biden étaient venus le voir quand ils étaient petits dans la salle de bain en disant alors est-ce qu'on va se marier à Jill Biden, parce que vraiment il l'aimait beaucoup et donc très vite c'est devenu un pilier de la famille Biden qui a soutenu Biden à travers donc toutes ces épreuves. On pourra en reparler aussi, mais il avait dû abandonner
sa première candidature à une élection présidentielle dans les années 80 parce qu'il avait été accusé de plagiat. Ensuite, il y a eu cette élection face aux côtés de Barack Obama et Hillary Clinton où finalement Obama a été le nominé. Et donc vraiment, Joe Biden a persévéré toutes ces années. Mais en 2020, il n'était pas vraiment sûr de vouloir se présenter parce qu'il sentait que dans le Parti démocrate, on voulait des candidats plus jeunes, issus de la diversité, plus progressistes. Et donc, c'est Tony Blinken lui-même, qui est aujourd'hui le secrétaire d'État, qui me l'a confié dans une interview. Il m'a dit que Joe Biden a quand même hésité, mais il a eu le déclic en août 2019. Enfin, il s'est présenté, excusez-moi, il a annoncé sa candidature en avril 2019, mais il a eu le déclic lors du premier mandat de Donald Trump, lorsqu'il y a eu le drame à Charlottesville, lorsque une manifestation d'extrême droite a dégénéré avec des suprémacistes blancs qui ont défilé dans la ville et une manifestante antiraciste a été tuée. Ensuite, Donald Trump n'a pas condamné clairement les suprémacistes blancs et quelques jours plus tard, il a affirmé qu'il y avait des gens bien des deux côtés. Et là, selon tous les proches de Joe Biden, c'est vraiment ça qui l'a convaincu qu'il fallait, c'est ce qu'il dit beaucoup d'ailleurs, sauver l'âme de la nation. Il a été très choqué par ces événements, comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup de démocrates, et il s'est dit, si j'y vais pas, Donald Trump a une chance de gagner de nouveau l'élection, et il a vu que finalement dans le paysage des candidats démocrates, il y avait des personnalités avec beaucoup de charisme, comme Kamala Harris, comme Pete Buttigieg, qui avaient beaucoup de qualités pour eux, mais selon lui, il pensait que lui avait plus de chances qu'eux de battre Donald Trump, et c'est vraiment ces événements donc, de Charlottesville qui ont fini de le convaincre de se présenter. Donc il a fait son annonce en avril 2019, ce qui était bien plus tard que la plupart des autres candidats démocrates, ce qui montre aussi qu'il a vraiment hésité. Et puis, on m'a même dit qu'au départ, Barack Obama avait fait part de ses doutes à Joe Biden, parce que Obama, comme beaucoup, pensait qu'il c'était peut-être le temps de laisser place à un candidat ou une candidate plus jeune, éventuellement à une femme. Mais Joe Biden lui a répondu qu'il s'en voudrait de manquer une deuxième occasion de battre Trump, puisqu'en 2016, il n'était pas présenté. Donc, vous connaissez la suite, il s'est en effet présenté. J'explique un moment dans mon livre que selon moi, la pandémie a été plus ou moins une aubaine pour Joe Biden parce que lui qui a tendance à faire beaucoup de gaffes, et bien finalement avec cette pandémie, il a moins été sur le terrain, il a été moins exposé médiatiquement, alors que Donald Trump lui enchaînait les briefings à la Maison Blanche devant les journalistes pour parler de cette pandémie, mais lui-même a fait beaucoup de gaffes, ce qui finalement très vite, on se rappelle notamment de l'injection par eau de Javel pour essayer de soigner du coronavirus. Donc finalement, il y a eu moins de visibilité de Joe Biden, mais ce qui, je pense, lui a peut-être servi. Et puis, il a aussi été très vite, la caractéristique de Joe Biden, l'empathie a pu être mise en avant parce que pendant cette élection, il y a eu notamment eu la mort de George Floyd, donc ce qui a déclenché des manifestations contre le racisme. Et Joe Biden, alors que Donald Trump a à peine abordé le sujet et avec très peu d'empathie, et bien là, Joe Biden a fait notamment un discours aux Américains où il semblait sincère, où son empathie s'est illustrée, et puis aussi ses discours pendant la pandémie où il disait aux Américains qui avaient perdu des proches qu'il savait ce que c'était d'avoir une chaise vide autour de la table. Il avait des mots très forts, il employait un langage très empathique, contrairement à Donald Trump. Donc, je pense que cette pandémie a eu pour effet aussi de montrer le côté empathique de Joe Biden et aussi le côté présidentiel, parce que Joe Biden très vite a mis en place une équipe pour le conseiller sur la pandémie. Il a fait des propositions très concrètes, alors que l'administration Trump, on le sait, a eu du mal quand même à se mettre au travail, et Donald Trump a pris longtemps avant de prendre la mesure de la gravité de cette pandémie. Au départ, il accusait même les journalistes d'exagérer. Et donc, très vite, moi, voilà, je me disais avec cette campagne que Joe Biden avait toutes les chances de remporter cette élection, et aussi parce que pendant toute cette campagne, j'ai beaucoup parlé avec les jeunes progressistes, les jeunes activistes, beaucoup qui, en 2016,
je les voyais, me disaient ne pas être motivés par la candidature d'Hillary Clinton pour plusieurs raisons. Et là, je voyais les mêmes jeunes démocrates qui n'étaient pas motivés par Hillary Clinton en 2016, eh bien, me dire qu'ils allaient voter pour Joe Biden en disant que ce n'était pas forcément leur candidat idéal, mais beaucoup ont déjà apprécié que Joe Biden leur tende la main et reprenne des idées du programme de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren. Et donc ça, je pense que Joe Biden, qui a toujours tendance à s'adapter dans la vie politique, à être assez malin, a eu le bon geste, je pense, de très vite tendre la main aux progressistes, que n'avait pas fait Hillary Clinton. Et on l'a vu dans ces élections en 2020, la participation des jeunes démocrates a été record, et la participation en général. Il a eu même plus de voix que Barack Obama en 2008. Donc, tout ça a été très important. Et puis aussi, pour revenir sur le meurtre de George Floyd et les manifestations antiracistes, Joe Biden, qui pendant toute sa carrière politique a travaillé pour plus d'égalité raciale dans le pays, et bien finalement a su aussi parler aux Afro-Américains, qui, on le sait, est un groupe électoral très important qui se déplace pour aller voter. Donc finalement, Joe Biden a remporté l'élection, et j'en viens à what's next. Qu'est-ce qui s'est passé depuis avant d'en venir aux questions. Et donc, les 100 premiers jours de Joe Biden, on l'a vu, ont été marqués par une volonté de réformer vite le pays, une volonté aussi de revenir sur de nombreuses mesures prises par Donald Trump, comme le travel ban par exemple, avec des mesures très sociales. Alors, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont été assez surpris par le dynamisme, la volonté de réformer de Joe Biden, et notamment de prendre des mesures très sociales, hein, qui parfois sont très proches de ce qu'on fait en Europe. Moi, je ne suis pas tellement surprise qu'ils surprennent, parce que tout au long de sa carrière, quand on regarde de près la carrière politique de Joe Biden, il a toujours réussi à capter l'air du temps. Par exemple, au début de sa carrière, il était contre le mariage homosexuel, et puis il a évolué. Et d'ailleurs, il a annoncé avant Barack Obama, à l'époque de la présidence Obama, qu'il était en faveur du mariage homosexuel, ce qui avait d'ailleurs provoqué de remous à la Maison-Blanche. Il a été longtemps personnellement opposé à l'avortement, mais pendant cette campagne en 2020, il a dit qu'il supportait donc le droit à l'IVG. Il a toujours su s'adapter à l'ère du temps, à écouter. Il a une grande capacité d'écoute, je pense, et à observer, à voir ce qui se passe dans la société. Et là, il sait déjà, il a la pression des plus progressistes, et il sait qu'il faut avancer vite, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sous Donald Trump qu'il veut donc, pour lesquelles il a voulu remettre le compteur à zéro en quelque sorte. Et puis finalement, quand on regarde la carrière de Joe Biden, il a beaucoup œuvré pour des mesures économiques et sociales. Par exemple, comme déjà en 1974, il avait demandé à augmenter le salaire minimum, ce qui est l'une de ses priorités aujourd'hui, notamment pour les employés du gouvernement. Euh, il a aussi, ça a été le premier dans les années 90 à faire une loi contre la violence faite aux femmes, notamment la violence conjugale. Donc, il a été pionnier sur un certain nombre de mesures sociales, mais on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai qu'au début de la campagne de 2020, il était vraiment présenté comme le candidat trop vieux, trop centriste. Et je pense qu'en effet, ça a étonné beaucoup de monde, ces premières réformes, notamment dans sa proposition de loi sur les infrastructures. Il veut rendre les écoles maternelles gratuites, qu'il y ait des crédits d'impôt pour la garde d'enfants. Mais finalement, une fois encore, quand on regarde de près la carrière de Joe Biden, ce n'est pas tellement étonnant. D'ailleurs, il a confié à un journaliste américain que son père était très influencé par le philosophe français Jacques Maritain, et que lui aussi s'en était inspiré. Et donc, c'est un philosophe qui a vraiment mis l'accent sur la solidarité sociale, sur l'importance du soutien de la communauté. Et pour Joe Biden, tout ça est très important. Alors toutefois, lui-même le dit, hein, il n'est pas progressiste. Il y a, je pense que dans les mois et les années qui viennent,
les progressistes seront sûrement déçus par rapport à certains sujets. Déjà, certains pensent qu'il ne va pas assez loin sur le climat, sur les réformes sociales. Au niveau de l'international, on sait aussi, par exemple, avec cette dernière guerre entre Israël et le Hamas, eh bien, les progressistes l'accusent d'avoir trop soutenu Israël. Donc, il va avoir des bâtons dans les roues dans les prochains mois. Lui qui a toujours été aussi l'homme politique du compromis, on sait que ça va être très difficile de négocier avec les républicains sur certains sujets comme le climat ou encore le contrôle des armes à feu. Donc, il y a encore beaucoup d'obstacles dans ce mandat de Joe Biden. Mais ce qui est assez marquant, c'est qu'il a déjà réformé assez vite, qu'il a fait des propositions très ambitieuses qui, même si elles seront revues à la baisse par le Congrès, on voit par exemple que sur le plan de l'investissement, des infrastructures, il a environ 20% de soutien des républicains, des électeurs républicains, ce qui est quand même assez significatif. Il y a plus de 60% des Américains qui soutiennent son action pour lutter contre le coronavirus, notamment avec sa campagne de vaccination. Donc, on voit que finalement, il arrive un petit peu à rassembler cette Amérique qui est si divisée, si polarisée, qui ne va pas se réconcilier du jour au lendemain. Et c'est vraiment ça le but de Joe Biden. Il sait qu'il ne va pas forcément convaincre ses élus, ses collègues républicains au Congrès, que ça va être difficile de faire passer certaines réformes, mais qu'il y ait au moins des propositions qui plaisent aux électeurs républicains. Si on leur dit qu'il va y avoir des chèques pour les soutenir pendant cette pandémie, qu'il va y avoir plus d'aides comme des crédits d'impôt pour les enfants, etc. Son espoir, c'est qu'il arrive à convaincre certains républicains modérés, certains indépendants, et que cette Amérique si polarisée eh bien, soit un peu moins divisée. C'est son espoir. Et puis lui qui prend beaucoup comme modèle, il l'a cité très souvent pendant sa carrière, Franklin Delano Roosevelt, dont il a d'ailleurs le portrait dans le bureau ovale, eh bien, son objectif, comme Roosevelt, c'est de transformer en profondeur le pays, et c'est ce qu'il a vraiment l'ambition de faire pendant ce premier mandat. Donc voilà, je pense que j'ai parlé environ 25-30 minutes et que je suis prête du coup à prendre vos questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui ont déjà des questions. En fait, moi, j'ai noté quelques points, et notamment ce qui me frappait, c'est ce que vous disiez, que cette Amérique qui change, souvent on croit la connaître quand on la voit de l'autre côté de l'Atlantique, et que souvent, en fait, quand on arrive ici, on voit qu'elle est différente. On avait une vision, enfin, ça change complètement d'habiter ici, de vivre ici et de devoir commencer. Et puis surtout qu'elle a la possibilité d'évoluer très vite. On voit les changements s'opérer, enfin voilà, beaucoup plus rapidement qu'en Europe ou qu'en France. Donc ça facilite pas l'exercice, je suppose, quand on est observateur et journaliste. Je connaissais pas en fait le côté avocat, et il y a beaucoup de choses que je connaissais pas dans ce que vous avez dit sur Joe Biden. Et en fait, en vous écoutant, je pensais d'abord à Kamala Harris. Quel va être son rôle quand on connaît le Biden en tant que personne? Quelle est la place et le rôle qu'il va donner à Kamala? Parce que pour l'instant, on ne voit pas, enfin, de l'extérieur. Quel est votre avis? Oui, alors, pour revenir sur la nomination tout d'abord de Kamala Harris, c'est vrai que ça a été un moment intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent le premier débat démocrate lorsque notamment Kamala Harris l'avait coincé entre guillemets sur le thème du busing, en disant qu'il n'avait pas soutenu cette mesure. Et alors, quand on revient dans les détails, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que c'était un moment très marquant du débat. Et plusieurs sources proches de la campagne Biden disent que ça avait beaucoup énervé Jill Biden, notamment la femme de Joe Biden, et d'autres membres au sein de la campagne qui s'attendaient pas à ce que Kamala Harris soit si
remonter quand Joe Biden, en tout cas, le coince comme ça à ce sujet, mais surtout parce qu'ils se connaissent très bien, parce que Kamala Harris était très proche du fils défunt de Joe Biden, Beau Biden, parce qu'ils étaient tous les deux procureurs au même moment, qu'ils s'étaient croisés plusieurs fois, donc Joe Biden et Kamala Harris, vu qu'elle elle était assez proche de Beau, et c'est pour ça qu'ils ont été assez touchés par ce moment qui a mis en difficulté visiblement Joe Biden, qui a beaucoup hésité dans sa réponse. Euh, et puis aussi, évidemment, la carrière de Kamala Harris, donc, qui est une procureure très éloquente, qui a été remarquée notamment dans des audiences au Sénat, notamment pendant l'audience du juge de la Cour suprême Kavanaugh, où elle avait des questions très incisives, où elle a réussi vraiment à le coincer. Kamala Harris avait été très remarquée, et donc euh, Joe Biden, qui avait envie de prendre une vice-présidente femme et si possible issue donc de la diversité, bon, finalement sa nomination était assez logique, malgré ce petit incident donc, lors du premier débat qui avait quand même touché la campagne Biden, mais le choix de Kamala Harris était assez évident, et donc on sait qu'ils s'entendent plutôt bien. Les familles s'entendent bien, mais c'est vrai que Joe Biden, c'est quand même un peu la vieille école. Et moi, je me rappelle d'interviews au départ qui m'ont assez marqué, où, par exemple, le journaliste posait une question à Kamala Harris, et puis c'est Joe Biden qui il pense qu'il ne s'en rendait pas compte, mais il répondait à sa place. Et du coup, on voit les Kamala Harris plus effacée, parce que elle, qui a un caractère fort, qui est très charismatique, eh bien, je pense, finalement, pour l'instant, se tient à son rôle. Et c'est vrai que pour l'instant, elle fait beaucoup elle participe à beaucoup de cérémonies, d'événements à la Maison Blanche, mais pour l'instant, elle est plutôt effacée. Par contre, Joe Biden dès le début, dit qu'il voulait qu'elle ait le rôle que lui a eu avec Barack Obama, parce que c'est une autre partie de l'histoire de Joe Biden, mais au départ, il voulait pas du tout être vice-président, il voulait pas être le numéro 2. Alors certains disent qu'il aurait préféré être secrétaire d'État, donc le job qu'a tenu à l'époque Hillary Clinton. Il avait dit à Jill Biden qu'il hésitait beaucoup, puis Jill Biden avait dit mais faut arrêter d'hésiter à ce point. Puis la mère de Joe Biden lui avait dit le premier candidat démocrate noir te propose d'être vice-président et t'hésites, mais c'est pas possible. Donc il a vu la pression de sa famille pour accepter accepter à être vice-président. Lui qui a beaucoup d'ego, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais Joe Biden a quand même un ego assez fort, assez important. Et donc, du coup, dès le début, il avait dit à Joe Biden au Barack Obama, qu'il voulait vraiment avoir un rôle important, qu'il ne voulait pas, par exemple, comme Al Gore, se focaliser sur un seul sujet, par exemple, à l'époque, Al Gore, le climat, que lui voulait vraiment être au cœur des décisions, qu'il voulait toujours être la dernière personne à quitter la salle. Et c'est ce qui s'est fait avec Barack Obama. Ils ont une bonne collaboration, et Joe Biden a notamment travaillé sur beaucoup de sujets à l'international. Avec Kamala Harris, alors là, on voit qu'il lui a aussi refilé les dossiers, entre guillemets, sur lesquels il est pas forcément à l'aise, comme le sujet de l'immigration. On sait que c'est un sujet très compliqué, une patate chaude que se refilent finalement les hommes politiques d'année en année. Et pour l'instant, Kamala Harris est notamment chargée donc, du dossier de l'immigration, mais il a quand même à cœur donc, de lui donner des dossiers importants. En même temps, on va voir quelle va être la dynamique de cette relation, notamment lorsqu'il va être question du deuxième mandat, parce que pour l'instant, Joe Biden a dit qu'il n'excluait pas de se représenter. Alors, c'est normal pour une question de crédibilité. Quand il commence un mandat, enfin un homme politique, c'est très peu probable qu'il dise je ne vais pas refaire de second mandat les premiers mois de son premier mandat. Donc, pour une question de crédibilité, de toute manière, Joe Biden, et c'est pour ça qu'on lui a prêté beaucoup d'intentions lors de la campagne électorale, mais il n'avait jamais dit pendant la campagne qu'il n'avait pas l'intention de se représenter. Beaucoup voyaient déjà, lorsque Kamala Harris a été nommée vice-présidente, la possible candidate démocrate en 2024. À ce sujet, je suis moins convaincue, parce qu'on sait qu'une élection américaine, c'est très compliqué, qu'il va falloir avoir un certain nombre d'électorats clés qui vous soutiennent. Kamala Harris, on a l'impression qu'elle a
encore du mal à faire le lien avec certains pans de la population américaine, qu'elle elle est charismatique, mais on la voit en effet un peu plus effacée. Enfin, je ne suis pas persuadée que finalement, ça sera la candidate évidente de 2024. Il faut voir comment évolue ce mandat. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, Joe Biden lui a en tout cas donné des dossiers importants, mais sur lesquels lui est aussi assez mal à l'aise, et donc il lui refile un peu la patate chaude, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a des questions qui viennent dans l'assistance. Hein. N'hésitez pas à prendre la parole. Nathalie ou Moi, j'ai une Jean-Marie? question. Ouais, j'ai une Oui, question à propos de. Oui, on voit beaucoup ce qu'il fait au niveau domestique, Joe Biden. Par contre, tout ce qui est politique internationale, ça paraît pas très très clair. Est-ce que vous avez une vision est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous avez une vision de ce qu'il pense au niveau international? Ben, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, c'est très difficile de décrypter la politique. Enfin, c'est pas très difficile, mais en fait, il n'a pas vraiment d'idéologie, comme par exemple Hillary Clinton, on peut dire que c'est une interventionniste. Il y a certains hommes politiques qui ont une vision très claire à l'international. Joe Biden, c'est plutôt un internationaliste qui souvent, dans sa carrière politique à l'international, parce qu'encore une fois, il a été à la tête du comité des affaires étrangères, a souvent mis les droits de l'homme en priorité. D'ailleurs, c'était l'un des premiers élus aux États-Unis à s'intéresser au conflit en Yougoslavie. Il s'était retrouvé face à Milosevic en lui disant « Je pense que vous êtes un foutu criminel de guerre ». Et donc, c'est vraiment finalement quelqu'un qui s'est intéressé à des conflits qui l'ont personnellement touché, qui a quand même une très bonne connaissance de l'international. Sous Obama, il s'occupait beaucoup de l'Irak, mais il a aussi été parfois critiqué parce que, et je pense qu'on le voit aussi pendant cette crise entre Israël et le Hamas, pour Joe Biden, la politique à l'international, ça passe avant tout par les relations personnelles. Et c'est un peu ça pour Joe Biden, qui est très bon dans les relations personnelles, qui même au niveau domestique aime beaucoup parler aux gens, arrive vraiment à parler au peuple et à se faire comprendre. Après, chez ses meetings, il a toujours un petit mot pour chacun, il prend les numéros de téléphone, ceux qui traversent des drames, il les rappelle. Enfin bon, c'est vraiment quelqu'un proche du peuple, mais à l'international, ça lui a été notamment reproché sur l'Irak. Sur le dossier irakien, par exemple, il a longtemps soutenu Maliki, même lorsque certains dans l'administration lui disaient qu'il fallait un peu changer de stratégie, mais parce qu'il met en avant les relations personnelles. Et donc, ça marche parfois, mais c'est aussi parfois critiqué. Par exemple, dans cette crise entre Israël et le Hamas, il connaît très bien Netanyahou. Ils sont amis depuis 40 ans parce que lorsque Netanyahou était jeune diplomate à l'ambassade israélienne à Washington, eh bien, Joe Biden venait de commencer sa carrière au Sénat. Ils se sont rencontrés, ils sont proches depuis cette époque. Et donc, souvent, par exemple, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, il avait atterri, donc c'est lui que Obama avait chargé un peu du dossier israélo-palestinien. Il avait atterri en Israël et le jour même, Netanyahou, un peu comme ça a été vu comme une provocation par l'administration Obama, avait annoncé plus de colonisation. Et donc, il y a des personnes dans l'administration Obama qui ont dit à Joe Biden, tu prends l'avion, tu rentres, ce qui en gros, c'est un affront ce que nous fait Netanyahou. Et donc, on essaie, nous, de négocier, mais alors s'il y a plus de colonisation, ça va être compliqué. Et Joe Biden a insisté, a dit non, je maintiens le dîner parce qu'il vaut mieux que je parle à Netanyahou, qu'il met toujours en avant le dialogue, la relation personnelle. Et finalement, parfois, ça n'a pas tellement fait avancer les choses. Et là, on voit bien que c'est ce qu'il a essayé de faire pendant cette crise. Au début, il y a eu 6 appels téléphoniques entre Joe Biden et Netanyahou. Et c'est quand il a eu de plus en plus la pression des progressistes notamment, qu'il y a eu cet appel dans lequel il a demandé un cessez-le-feu, ce qui était vraiment, il avait la pression des démocrates pour le faire depuis un certain temps. Et finalement, beaucoup aujourd'hui, notamment chez les plus progressistes du Parti démocrate, lui reprochent de ne pas avoir été assez dur face à Netanyahou depuis le début de la crise. Donc en fait,
Joe Biden, c'est quand même quelqu'un qui met en avant, qui, dans sa politique internationale, met en avant les droits de l'homme, même si ça a été reproché de ne pas le faire pendant cette crise, qui est plutôt un internationaliste, qui est même moins interventionniste que son secrétaire d'État, Tony Blinken, donc à qui j'ai parlé pour ce livre. Tony Blinken, qui, par exemple, sous Obama, était pour l'intervention en Syrie. Joe Biden, lui, était beaucoup plus frileux. Il était aussi beaucoup plus frileux au moment du raid contre Oussama Ben Laden, parce que beaucoup disent dans l'administration Obama qu'il avait tenté de convaincre Obama de ne pas faire ce raid. Alors quand on demande à Joe Biden, quand plusieurs journalistes lui ont demandé, il dit toujours non, non, j'étais pas contre le raid sur Oussama Ben Laden, mais en gros, je pensais qu'il fallait peut-être attendre un peu plus, être sûr qu'il était bien dans l'endroit où on nous disait qu'il était. Donc aussi beaucoup de prudence, moins interventionniste donc, que Tony Blinken. Et je pense aussi que Joe Biden a été très mal à l'aise avec cette nouvelle crise entre Israël et le Hamas, parce que tout comme Obama, il veut plutôt faire le pivot vers l'Asie. Ce qui l'intéresse, c'est de battre, entre guillemets, les Chinois, de faire face à la Russie, alors que sous l'administration Trump, en tout cas, l'ancien président avait une relation très bonne avec Vladimir Poutine, même si dans les coulisses, l'administration Trump était quand même, a mis en place plusieurs sanctions. Et donc, Joe Biden, ses priorités, c'est plutôt la Russie et la Chine, et il a plutôt envie de se désengager du Moyen-Orient, et c'est aussi ce qui explique son malaise face à cette crise. Donc, c'est quand même assez compliqué de définir la politique internationale de Joe Biden, mais je pense que les relations importantes les relations personnelles sont très importantes. Il est aussi, par exemple, très proche d'Angela Merkel, il connaît très bien beaucoup de leaders européens, et aussi la question des droits de l'homme qui l'a motivé plusieurs fois dans sa carrière à intervenir, notamment donc, dans le conflit en ex-Yougoslavie. Nathalie? Oui, alors moi, j'avais une question plutôt par rapport au processus de l'écriture. Est-ce qu'il y a des autorisations à avoir? J'imagine que ça doit être un peu compliqué. Et ça, vraiment, ça m'intéresse autant que le reste. et vous avez mentionné certaines personnes que vous avez interviewées. Est-ce que vous avez eu Joe Biden directement, ou c'est toujours quelqu'un qui parle de lui? Oui, non, c'est très compliqué d'avoir Joe Biden. J'ai fait une demande, mais c'est même là en interview, enfin, déjà, il donnera pas la priorité à la presse étrangère. Ce qui l'intéresse pendant sa campagne en 2020, ce qui l'intéressait vraiment, c'est que les Américains, de parler aux Américains, parce que c'est eux qui votent pour lui. Donc, je ne me faisais pas du tout d'illusions. Je ne pensais vraiment pas avoir d'interview de Joe Biden pendant ce processus d'écriture. Mais j'étais très heureuse d'avoir Tony Blinken, qui était aussi assez difficile à avoir, parce que Tony Blinken était déjà l'assistant de Joe Biden lorsque Joe Biden était à la tête du comité des affaires étrangères au Sénat. Et donc, c'est l'un de ses collègues les plus proches, c'est même un ami. Et donc, voilà, j'étais ravie d'avoir Tony Blinken. J'ai aussi eu donc, des amis d'enfance. J'ai aussi parlé à certains élus qui sont proches de lui, notamment Ted Kaufman, qui est un élu du Delaware, donc où Joe Biden est originaire. Il y a eu aussi le congressman afro-américain qui est un peu le faiseur de roi en Caroline du Sud, par qui tous les présidents, les présidents des candidats démocrates désirent son soutien quand ils sont candidats, parce que la Caroline du Sud, évidemment, est un État très important avec l'électorat afro-américain, et donc qui est aussi un ami proche de Joe Biden. Et donc pour ces interviews, il suffit c'est beaucoup de travail de les demander, de les obtenir, mais il n'y a pas d'autorisation particulière. Si vous les donne, voilà, vous les avez. Ce qui était aussi un peu compliqué, c'était que c'était la pandémie, mais en même temps, ça permettait, par exemple, à certains sénateurs qui sont d'habitude très pris, d'avoir un peu plus de temps, parce qu'à l'époque, beaucoup n'allaient plus au Sénat, ils travaillaient depuis leur bureau chez eux en raison de la pandémie, et donc finalement, certains avaient, je pense, un peu plus de temps d'être devant l'ordinateur et de pouvoir me parler. Pour le Delaware, j'ai été donc à Wilmington et j'avais quelques contacts. Puis ensuite, finalement, tout le monde connaît Joe Biden à Wilmington, donc ça va très vite. Et donc, pour moi, ce qui était très important, c'était en plus
de la biographie typique où on a il suffit de faire des recherches sur Joe Biden, de lire tout un tas d'articles, de livres. Ce qui était important pour moi, c'était aussi de faire du vrai reporting, quoi, du reportage, de parler. J'ai aussi eu des personnes qui font partie d'anciennes administrations qui m'ont parlé de manière anonyme, d'anciens collègues du département d'État. Donc, ce qui était vraiment important pour moi, c'est d'avoir beaucoup de témoignages finalement, parce que je trouve que sinon, c'est très difficile de décrire une personne. Donc, en plus du travail de recherche, vraiment d'essayer d'avoir le plus de témoignages possible. Pour ça, pour moi, c'était vraiment important. Et donc, en fait, parce que par rapport à la question de Nathalie qui a disparu, oui, il n'y a pas un processus d'autorisation de la personne qui explique, qui est d'accord pour qu'on Non, écrive. alors par contre, non, alors ça, en plus, comme c'est pour une maison d'édition française, non, puis il y a eu, vous savez, beaucoup en France écrivent les biographies, par exemple, même d'Henry Kissinger, d'anciens hommes politiques. Il n'y a pas forcément enfin, surtout d'un point de vue, alors peut-être on dirait biographie non autorisée, mais par exemple aux États-Unis, il n'y avait qu'une seule biographie à l'époque de Joe Biden, maintenant il y en a une autre, parce que c'est un journaliste américain. Je pense que Joe Biden a été mis au courant. Joe Biden n'a pas parlé à ce journaliste américain, même pour sa biographie, mais par exemple, ce journaliste américain a pu avoir Barack Obama, à qui j'ai demandé aussi une interview, mais que je n'ai pas réussi à avoir. Par contre, je sais que Joe Biden a mon livre parce que je l'ai envoyé à Tony Blinken et en lui donnant une copie de plus, en lui disant de la faire passer à Joe Biden, mais alors franchement, sans aucun espoir. Et Tony Blinken m'a dit qu'il l'avait passé à Joe Biden et que Joe Biden était très content. Il l'avait même montré à Jill Biden en lui disant: «T'as vu, il y a un livre sur moi en France». Donc ça, voilà, je sais qu'il a mon livre. Donc voilà. C'est approved. Voilà, c'est approved. François, tu voulais poser une question? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Sonia. J'ai une petite Bonsoir. question. Alors moi, je ne suis pas là aussi aux US aussi longtemps que la plupart des personnes de ce soir, dont je connais la grande partie. Je suis là depuis 2 ans et je suis toujours impressionné par les liens et la force des liens entre les États-Unis et Israël. Et j'ai été surpris cette semaine en voyant dans le New York Times, I think, une position de Bernie Sanders qui disait qu'il serait temps maintenant que les US arrêtent d'excuser le gouvernement Netanyahou à chaque fois, surtout quand on voit ce qui s'est passé à Gaza cette semaine. Alors, sans porter parti pris, parce que je connais pas assez le conflit là-bas, quelle est la position de Biden vis-à-vis d'Israël et on a vu que cette semaine, il a fait pression. Tout de suite, il y a eu un ceasefire. Et maintenant, tout le monde se targue d'avoir vanté, soi-disant, cette mini-guerre. Quelle est sa position et sa vision future sur son support ou le support en général à Israël ou peut-être le support au gouvernement en place, qui n'est pas forcément Israël ou le futur d'Israël? Alors, c'est une très bonne question et c'est vrai que Joe Biden, pendant toute sa carrière politique, a été vraiment marqué par le soutien à Israël. C'est un peu il applique le playbook, j'ai envie de dire, de Washington, du Parti démocrate jusqu'à, j'ai envie de dire, très récemment, depuis l'émergence de certains élus plus progressistes, a toujours soutenu Israël en disant qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais ce que certains commencent à dire au sein du Parti démocrate et même l'ancien conseiller de Barack Obama, Ben Rhodes, c'est que c'était quand même assez contradictoire toutes ces décennies de dire d'apporter un soutien total à Israël, c'est ce que beaucoup disent, que le Parti démocrate faisait, tout en disant, mais toutefois on soutient une solution à 2 États. Et par exemple, Ben Rhodes, ces derniers jours, dans des interviews, disent il est temps aussi que cela change. Enfin, finalement, ce n'était pas une vision très équilibrée. On ne peut pas apporter un soutien total et en même temps essayer de dire qu'on soutient une solution à 2 États. Joe Biden a grandi, je crois que même sa mère lui disait qu'il fallait soutenir l'État israélien. Je pense que c'était vraiment cette vision, alors aussi c'est d'ailleurs qu'ont les évangéliques aux États-Unis aujourd'hui, mais aussi les catholiques, l'environnement dans lequel a grandi Joe Biden, que c'était important donc de défendre l'État israélien. Donc il a vraiment grandi avec cette idée. Et puis comme je vous le dis, il a rencontré très tôt Netanyahou, quand Netanyahou n'avait pas fait ce virage aussi autant à droite comme ces dernières années. Et c'était l'un des rares élus d'ailleurs. À un moment, je crois que Netanyahou avait perdu une élection
Et Joe Biden était vraiment l'un des très rares élus au sein du sénateur, donc démocrate, à lui avoir envoyé une lettre. Et d'ailleurs, Netanyahou lui avait répondu en disant merci, tu es l'un des seuls à m'avoir écrit, à me soutenir. Donc, ils ont vraiment une relation personnelle très forte, ce qui explique aussi ce lien très fort avec Israël. Mais dans tous les cas, à la base, comme beaucoup de membres du Parti démocrate, il est pro-Israël. Vous le savez aussi peut-être, il y a des lobbies. Moi, je l'ai vu parce que je suis allée beaucoup au Congrès depuis que je suis arrivée en 2015. Il y a vraiment un lobby très fort pro-Israël aux États-Unis qui va beaucoup au Congrès, avec la conférence AIPAC qui donne beaucoup d'argent aux congressmen et notamment aux démocrates, beaucoup d'élus, que ce soit démocrates ou républicains, craignent de perdre du soutien et il y a même parfois des campagnes négatives qui sont faites sur eux par les lobbies israéliens ou pro-Israël s'ils ne soutiennent pas Israël. Donc c'est quand même, d'ailleurs on le voit quand on va à AIPAC, hein, j'ai été plusieurs fois à cette conférence, tous les élus des deux bords y sont parce que c'est la tradition. Et c'est vrai que c'est fascinant ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment très récent, j'ai envie de dire ces 2-3 dernières années, en tout cas ces dernières années, de voir que finalement, au sein du Parti démocrate, même des élus plus, on va dire, modérés comme Menendez, si vous regardez un petit peu son profil, eh bien, disent maintenant il est temps beaucoup ont réclamé le cessez-le-feu, disent qu'il faut une vision un peu plus équilibrée. Et ça, vraiment, c'est un changement. C'est aussi dû, je pense, et je le vois, par toute cette jeune génération d'Américains plus progressistes, plus activistes, qui, depuis l'élection de Trump, sont beaucoup plus activistes, notamment les jeunes juifs, beaucoup de jeunes juifs ont dit moi j'ai grandi en allant au camp en Israël, en ayant cette idée dans une vie, voilà, je trouve qu'il y a une injustice, qu'il faut avoir une vision plus équilibrée. Et toute cette jeune génération, finalement, influe sur le Parti démocrate et les choses sont en train de changer. Et ça, vraiment, je pense que c'est un tournant. Il y a aussi le lobby juif G Street, qui est beaucoup plus, qui défend une solution à deux États et qui est beaucoup moins pro-Israël. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette pression des plus progressistes et de la jeune génération qui est en train de changer les choses parce qu'ils en ont marre de ce lobbying, que ce soit sur des sujets différents, que ce soit pro-Israël ou d'autres sortes de lobbies. Les congressmen et congresswomen ces dernières décennies aux États-Unis ont été beaucoup sous la pression de différents lobbies. Et là, on voit que la jeune génération a changé les choses, mais beaucoup aujourd'hui reprochent à Joe Biden d'avoir trop tardé à demander à ce cessez-le-feu. Et d'ailleurs, si vous regardez, il y a une séquence très marquante. Il y a eu les premiers coups de fil entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden, où Joe Biden vraiment affirmait le droit d'Israël à se défendre, sans demander un cessez-le-feu, en tout cas pas dans les communiqués qu'on recevait de la Maison-Blanche. Je reçois les communiqués de la Maison-Blanche. Alors, la communication de la Maison-Blanche disait qu'en coulisses, Joe Biden, sa stratégie, c'est de faire une quiet diplomatie, donc de mettre plus la pression en coulisses. Donc là, il utilise ses relations personnelles, ce qu'il a peut-être fait. Mais il y a quelques jours, il y a une élite progressiste, en plus d'origine palestinienne, Rachida Tlaib, qui a intercepté Joe Biden sur le tarmac de l'aéroport dans le Michigan, parce qu'il se rendait dans le Michigan et dans le Michigan. Et au lendemain de cette rencontre, c'est quand même là où il a demandé cessez-le-feu. Donc, alors, je ne dis pas forcément, de toute manière, je pense qu'il allait à un moment le demander, mais il a quand même été sous pression voilà, du parti des plus progressistes, des élus progressistes, et beaucoup aujourd'hui encore lui reprochent d'avoir trop tardé et d'être encore trop pro-Israël. Donc je pense que de toute manière, il est marqué comme toute sa génération du Parti démocrate, il a des positions pro-Israël, mais je pense qu'il a aussi été, et ça c'est un dernier point, je me rappelle qu'on m'avait dit qu'il avait été quand même déçu par la droitisation de Netanyahou ces dernières années, et d'ailleurs dans sa campagne, son programme de campagne, il s'était dit opposé donc à plus de colonisation en Israël. Donc ça, c'est quand même important. Je pense que ces dernières années, lui-même a pris ses distances avec Netanyahou en voyant la droitisation du Premier ministre israélien, et voilà, malgré leur relation assez proche. Droitisation qui avait aussi lieu aux US en parallèle. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui fait aussi que les évangélistes ont voté pour Trump aussi parce que du soutien de Trump à Israël. Mais par exemple, ils sont pas revenus sur le fait que
Trump avait déménagé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. L'administration Biden n'est pas revenue là-dessus parce qu'ils n'ont pas envie de fâcher les Israéliens. Et un dernier point qui, je pense, est aussi très important parce que ce problème est très complexe, mais ils n'ont pas envie aussi de se mettre à dos davantage Israël alors qu'ils sont en train de négocier le deal avec l'Iran. Donc déjà, ils savent que ça va, que Benyamin Netanyahou et ses collègues sont furieux. Et donc, voilà, ils essaient de jouer un peu à l'équilibriste. Et donc, c'est aussi pour ça que Joe Biden a essayé pendant cette crise Israël-Hamas d'arrondir les angles, de privilégier le dialogue, de ne pas trop mettre la pression sur Netanyahou, parce que déjà, il sait que les Israéliens sont très, très énervés face à cette reprise des négociations avec l'Iran. J'ai une question sur la France. Quelle est sa connaissance de l'écosystème politique français et dans quelle mesure il s'y intéresse? Alors, il s'intéresse en général beaucoup alors, attendez, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est... Il y a eu un... Voilà, il y a eu un petit bug sur sur mon écran. Il s'intéresse beaucoup à l'Europe. C'est un président transatlantique, je pense qu'on peut le dire. D'ailleurs, il a choisi un secrétaire d'État qui est francophone, francophile. Tony Blinken, je ne sais pas si vous le savez, mais parle très bien français, a notamment été au lycée en France. Il a la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a notamment vécu en Haïti, aussi francophone et francophile. C'est l'administration la plus francophone et francophile de l'histoire des États-Unis, parce qu'il y a aussi John Kerry, donc l'envoyé spécial au climat. Lui, parce qu'il était donc à ce comité des affaires étrangères pendant de nombreuses années au Sénat, a beaucoup voyagé en Europe et je pense connaît bien l'Europe. Alors après, la France, je pense qu'il a une connaissance moins précise sûrement du système politique, de ce qui s'y passe, mais je pense que c'est sûrement l'un des hommes politiques américains qui connaît sûrement le mieux l'Europe. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a eu des relations personnelles avec de nombreux leaders européens, qui a beaucoup voyagé dans le pays, qui s'est intéressé à des crises quand même assez profondes. Donc encore une fois, l'ex-Yougoslavie, mais qui a aussi été beaucoup travaillé sur le climat avec les Européens. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, maîtrise bien les enjeux actuels. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un président qui veut mettre en avant les intérêts de la classe moyenne. Et donc, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'intérêt qu'il va porter à l'Europe par rapport, par rapport aussi aux relations commerciales. Pour lui, la priorité, c'est les jobs aux États-Unis. Et par exemple, sur certains points, il va faire un peu comme Donald Trump. Par exemple, à peine élu, il a fait passer un décret pour qu'il y ait la priorité, que le gouvernement américain achète d'abord des biens américains avant d'acheter des biens extérieurs, donc pour notamment les administrations américaines. C'était, je ne me rappelle plus exactement du nom de cette loi, mais c'était American Product First, enfin, je peux le retrouver. Mais du coup, je pense que comme Donald Trump, sa priorité à l'économique, ça va être l'Amérique d'abord. Et à l'international, encore une fois, sa priorité, c'est l'Asie et la Russie, et ce n'est pas l'Europe. Donc oui, il va y avoir, alors, il tient évidemment au lien avec les Européens. D'ailleurs, sa première visite à l'étranger est en Europe, ce qui est quand même important. Je pense qu'il veut vraiment réaffirmer les liens avec les Européens, notamment avec Donald Trump. Il va se rendre tout d'abord au Royaume-Uni, mais aussi à Bruxelles, où il va aller au siège de l'OTAN. Je pense que c'est très important pour lui qu'il y ait de bonnes relations avec les Européens, de vraiment retisser le lien, mais ce n'est pas pour autant qu'il en fera sa priorité, je pense. Donc, il ne compte pas renoncer aux tarifs incroyables de Donald Trump? Je ne pense pas. Je pense que sur les GAFA, les négociations seront encore assez difficiles. Je pense vraiment que ouais, pour les relations commerciales avec l'Europe, l'administration Biden va être quand même assez tough, assez dure, parce que la priorité encore, et il a aussi la pression des progressistes là-dessus, c'est que au niveau du commerce international, au niveau de l'économie, la priorité c'est l'Amérique, et donc qu'il y ait des jobs aux États-Unis, qu'on produise américain. Et ça, je pense que oui, il peut y avoir certaines désillusions du côté européen à ce niveau-là.
J'avais pensé, en fait, par rapport à la journaliste que vous êtes, et qui a dû vivre sous l'administration Trump, qui n'aimait pas trop les journalistes ou pas tous les journalistes. Ça va mieux? Alors oui, mais c'est une question intéressante parce que, alors déjà, moi, j'étais assez habituée parce que je venais d'Égypte. D'ailleurs, c'était assez frappant pour moi, en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, de finalement avoir ce climat très vite anti-média. Donc, je vous avais vécu aux États-Unis des années auparavant pour mes études et ce climat anti-média n'existait pas, n'était pas aussi important. Et donc, je me suis rendue à des meetings de Donald Trump où il y avait je me rappelle avoir vu des gens cracher de loin sur Jim Acosta, le correspondant de CNN, avoir vu vraiment des scènes assez marquantes. Et moi-même, quand j'étais en Égypte, on était souvent pris à partie par le peuple qui était très, par exemple, pro-Sisi lors de mes dernières années. Et donc qui accusait les journalistes de vouloir donner une mauvaise image au pays. Et donc, c'était assez marquant d'arriver dans cette atmosphère aux États-Unis avec un président qui, comme je l'ai vécu en Égypte sous Sisi, eh bien, faisait presque de la propagande, critiquait sans cesse les médias. Donc ça a été quand même assez marquant. Mais par contre, il faut le dire, sous la présidence de Donald Trump, ils étaient tellement pas organisés, les équipes, que finalement, il y avait un grand accès à la Maison-Blanche. D'ailleurs, on a vu des journalistes, des blogueurs débarquer à la Maison-Blanche qui n'étaient pas qui n'avaient pas accès sous Obama. Et je pense que certains ont parfois profité de cette désorganisation parce qu'il y avait aussi beaucoup de leaks, de fuites. J'ai appris par la suite que, par exemple, Kellyanne Conway, l'une de ses conseillères, était l'une de celles qui faisait beaucoup de fuites. Et donc, du coup, c'était tellement la cacophonie, tellement désorganisée que parfois, les journalistes réussissaient à avoir plus d'informations. Sous Biden, je dois vous dire que ça me fait penser un peu, et j'en ai parlé avec des collègues, à ce qui se passait sous le président Obama. C'est quand même très contrôlé. C'est-à-dire qu'ils sont très professionnels, ils sont très pros, ils sont très bons, mais du coup, ils arrivent quand même, ils veulent vraiment contrôler le message. Et du coup, il y a parfois moins d'accès aux journalistes. Alors là, on sait qu'on a moins accès à la Maison-Blanche. Moi, j'ai le hard pass maintenant, donc je peux aller et venir comme dans un moulin, sauf qu'avec la pandémie, on doit passer un test à chaque fois, tous les jours, quand on arrive, qui en plus est assez cher. Et quand on est journaliste français, on n'a pas les mêmes moyens que CNN, on n'a pas le même soutien de nos médias. Euh, et donc là, c'est vrai que l'accès est restreint en raison de la pandémie, mais je pense aussi que ça arrange bien l'administration Biden parce que du coup, il y a moins de journalistes, le message est plus contrôlé. Et ça, je pense qu'on est beaucoup de journalistes à avoir ce sentiment. Je pense aussi qu'il y a moins de conférences de presse, il y a moins de. Je pense aussi que l'administration Biden a aussi peur que Joe Biden fasse des gaffes. D'ailleurs, je crois que alors hier, il a appelé le Premier ministre israélien Netanyahou président. Et aujourd'hui, il a appelé le Premier ministre de Corée du Sud Premier ministre. Alors, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il a tendance à faire des gaffes, Joe Biden, et donc du coup, c'est aussi pour ça que son administration, on les sent un peu stressés, ses conseillers. Par contre, il y a évidemment une relation tout autre avec la presse, avec des points presse quotidiens, ce qu'il n'y avait plus sous Trump, avec un service presse qui nous répond, qui considère notre demande. Donc, il y a une toute autre relation, mais au niveau de l'accès, je dois dire que parfois, on pouvait bénéficier de la désorganisation sous Trump. Est-ce qu'il y a une volonté de l'équipe Biden, pardon, de nettoyer un peu le paysage médiatique qui, pour moi, sont des chaînes de propagande plus que des chaînes d'information, par exemple Fox, où c'est pratiquement une chaîne de parti plutôt qu'une chaîne d'information, et c'est assez choquant par rapport au vieux monde. Oui, mais alors certains vous diront, et j'ai rencontré beaucoup d'Américains, alors moi je vais à la rencontre des Américains de tous bords, et vraiment je fais ça depuis 2015, les républicains, les démocrates, les pro-Trump, les anti-Trump, et vous entendrez la même chose de la part des pro-Trump, évidemment, que CNN est une chaîne partisane. Alors c'est vrai que moi en tant que journaliste, je dois vous dire, par exemple, je regardais beaucoup CNN international à l'étranger, et quand on arrive ici, je trouve que c'est vrai que même CNN national, parfois on a vraiment le ressenti des présentateurs, des journalistes dans leur direct, dans leur présentation, ce qui, je pense, peut nuire parce qu'on a l'habitude, notamment en France, avec même les chaînes d'infos en général. Bon, alors maintenant, le paysage est en train de changer médiatique en France, mais pendant longtemps, un présentateur ou une présentatrice ou un journaliste ne donne pas vraiment son opinion. Et là, on l'a vu parce que finalement, même sur CNN, les différents shows sont plus des opinion shows. Infernal. Comment ?
les shows du soir de Voilà, Cuomo. c'est ça. Non, mais donc du coup, je pense que dans les deux, que ce soit CNN ou Fox, les deux chaînes sont très marquées politiquement. Et du coup, l'administration Biden, je pense, n'a pas l'intention de shut down Fox parce que c'est quand même la chaîne la plus regardée aux États-Unis. Justement, Biden, lui, essaie de parler à ces gens. Biden, c'est quand même voilà, l'homme du dialogue, du compromis. Donc, il ne va surtout pas shut down Fox. Par contre, ils vont donner beaucoup moins de place à des médias vraiment très marqués à droite, comme c'était le cas de Newsmax ou alors de OAN. Par exemple, moi, j'étais assez marquée de voir le journaliste de Newsmax, donc un média extrêmement conservateur, qui avait une question à chaque fois dans tous les press briefings. Et à l'époque Obama, à l'époque où j'y étais, ces personnes-là n'avaient pas du tout autant de place. Alors, par contre, sous Obama, ce qu'on pouvait reprocher, et je pense que l'administration Biden va un petit peu changer les choses, mais sous Obama, ce qui était aussi embêtant, c'était que c'était un peu l'élite du journaliste qui avait toujours les questions. Le correspondant de CNN, de Fox News, de MSNBC, toutes les grandes chaises, les petits médias, les médias étrangers n'avaient pas la parole. Beaucoup moins en tout cas. Là, on voit déjà que, par exemple, la porte-parole de Biden, Jen Psaki, prend souvent des questions de médias divers, même de journalistes étrangers. Voilà, donc, du coup, je pense qu'évidemment, les médias et aussi, il y avait par exemple, je me rappelle, le correspondant de Playboy qui avait une place très importante sous l'administration Trump, mais alors lui qui était plutôt anti-Trump, mais qui avait, parce qu'il laissait tout le monde venir, qui lui aussi était un journaliste presque d'opinion, parce qu'il était très anti-Trump, mais du coup, enfin, pour des journalistes qui essaient d'être objectifs, c'était parfois étonnant de voir les commentaires, même sur Twitter, etc. Tous ces gens-là qui étaient plus des blogueurs ou des journalistes voilà, très marqués politiquement, oui, auront moins de place, ça c'est sûr. Ils sont en train de nettoyer, je pense. D'ailleurs, je n'ai pas vu de questions d'OAN ou de Newsmax dans les derniers press briefings. Encore une fois, moi, on a beaucoup plus de mal à accéder. Les press briefings sont très limités avec 95% de journalistes américains en raison de la pandémie. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils sont en train de faire le nettoyage. Et vous allez être tous vaccinés bientôt? Alors oui, moi, tous les journalistes, on pouvait être vaccinés assez tôt, en fait. Après, on était une des… Alors évidemment, il y avait les travailleurs essentiels d'abord, les personnes avec des préconditions, mais aux États-Unis, c'est vrai que même par rapport en France, les journalistes, on a pu se faire vacciner. Déjà, je pense que ça a ouvert pour nous il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, 2 mois. Oui, oui. Enfin, Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas journaliste, mais voilà, j'espère que bientôt, vous n'aurez plus besoin de faire de tests pour… c'est ce que beaucoup demandent. En fait, on a une association des correspondants de la Maison-Blanche et beaucoup se demandent maintenant que tous les journalistes, en tout cas qui ont la Maison-Blanche, tous ont été vaccinés et ont la carte. Pourquoi il y a encore cette limitation d'accès? C'est pour ça que certains se disent que aussi ça les arrange. Mais je pense que les barrières vont évidemment être moins fortes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que voilà, je pense que de pouvoir davantage contrôler l'accès de la presse à la Maison-Blanche, c'était… Mais par contre, ils ont beaucoup plus donné le hard pass, donc le pass qui permet de rentrer à la Maison-Blanche beaucoup plus facilement. Donc, on voit aussi qu'ils sont en train de démocratiser quand même l'accès à la Maison-Blanche avec beaucoup de journalistes, dont moi, qui avons pu le recevoir récemment. Il y a une question souvent qui revient dans mes conférences et on ressent parce que voilà, quand Biden est arrivé, puis on nous dit il est plus européen, il est plus francophile, francophone, etc. C'était, enfin du moins son administration, c'était le grand espoir que le travel ban soit levé. On attend désespérément, l'été approche et il n'y a pas de suite du côté de la Maison-Blanche. Alors, il a levé le Muslim ban, ce qui était déjà… C'est déjà pas mal. Pour ce qui se passe avec l'Europe, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup… Alors moi, j'en ai parlé dernièrement à des diplomates des deux bords, américains et français, et c'est vrai qu'on me dit que pour l'instant… alors moi, au départ, j'avais entendu que peut-être mi-juin, ça allait être levé, mais là, on m'a dit hier ou avant-hier que des Français m'ont dit que côté américain, ça n'a pas du tout l'air d'être leur priorité et ça n'a pas l'air… Enfin, ça va peut-être pas être aussi rapide que mi-juin. Je pense qu'il y a une volonté de l'administration Biden. Déjà, l'administration Biden a voulu vraiment montrer l'exemple sur la lutte contre la pandémie et donc il était hors de question de lever les frontières juste après, alors qu'en plus, ils le savent, en Europe, là, la situation est quand même assez compliquée et que les gens commencent tout juste à se faire vacciner, en tout cas en France. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette volonté, et pas forcément juste par rapport à Trump, mais de quand même se montrer tough sur la lutte contre le coronavirus, la pandémie. Et donc,
voilà. Alors là, il y a de plus en plus même d'Européens qui plaident pour la réouverture en disant, bon, on peut faire ça de façon intelligente, que les personnes vaccinées puissent se rendre. Donc, je pense que l'administration Biden va écouter au fur et à mesure ces demandes, encore une fois, surtout parce qu'il a des gens qui sont très proches de l'Europe, comme Tony Blinken, des gens qui connaissent bien l'Europe, qui parlent souvent à des Européens. Et donc, d'ailleurs, pour revenir sur la question tout à l'heure, est-ce que Joe Biden connaît bien l'Europe? Oui, mais surtout son secrétaire d'État la connaît beaucoup mieux. Et lui, le secrétaire d'État, connaît parfaitement la France. Donc, Joe Biden ne connaît pas forcément bien le système politique français, mais sera très bien conseillé, ce qui est quand même assez rare dans les administrations américaines en ce qui concerne l'Europe et la France. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir un assouplissement, mais c'est vrai, encore une fois, ce n'est pas leur priorité. Et leur priorité, c'est aussi de montrer aux Américains, à la classe moyenne américaine et aux gens de tous les bords que c'est les Américains en priorité. Donc, ils ne veulent pas non plus prendre des mesures qui pourraient être perçues comme dangereuses, entre guillemets, par des Américains. Oui, c'est la perspective, même quand on lit le travel ban tel qu'il a été renouvelé par l'administration Biden, effectivement, c'est vraiment sur la base de données scientifiques que ça devrait évoluer, et de pandémie, etc. Oui. Donc, et tant que ça ne va pas bien de l'autre côté de l'Atlantique, ça ne peut pas changer. Voilà. Ça va se faire doucement. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que Sonia doit avoir soif de parler. Je peux prendre une dernière question s'il y en a. On avait dit vers 8h15, donc c'est oui. parfait, 8h15, 8h30. Donc, je ne sais pas s'il y a des participants qui n'ont pas pris la parole, qui veulent juste intervenir, ou juste mettre la caméra pour se dire au revoir, hein, si vous n'avez pas de questions. Nathalie qui est revenue à l'intérieur. Ouais. Oui, désolée pour du coup, je n'ai pas entendu la fin, mais comme c'est enregistré, je pourrais entendre la fin de ma question quand je réécouterai. Je voulais juste vous remercier. Voilà, et merci beaucoup. Vous souhaiter une très bonne soirée. Et merci Stéphanie d'avoir organisé ça. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci, oui, Sonia, d'avoir pris le temps de participer. On a eu du mal à la monter, cette séance, mais on y est arrivé. Tout à fait. Parce que voilà, Sonia est quand même assez occupée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est super de pouvoir dialoguer directement, voilà, avec des gens intéressés par ce qui se passe ici. Et donc, merci encore 1000 fois, Stéphanie. C'est vraiment... Mais je serais heureuse de recommencer, même si vous n'écrivez pas un autre livre. Parfait, on peut se revoir dans quelques mois, voilà. Voilà, voilà pour avoir une analyse, parce que c'est vrai quand même que quand on est plus près de la Maison-Blanche et quand en contact direct, c'est vrai qu'on a une perspective, enfin, on est vraiment à jour de tout ça, et c'est intéressant pour nous. Parfait. Même si on est à Washington, on est un peu plus loin, quoi. Oui, oui, c'est normal. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et bon week-end. À bientôt, oui. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.